Marc Gigé, aux Assises de l'innovation, vous avez abordé le sujet des innovations inclusives. La question ne serait pas plutôt de reprendre le thème du progrès? Oui, alors ça c'est une question forte, parce que dans le monde aujourd'hui, le terme de progrès remplace le terme innovation de plus en plus. On a, il parle gestion du progrès, management du progrès, etc. La France a une relation ambiguë au progrès. Ça vient d'Aristote, hein, qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Hein, dans le concept de progrès, il y a une amélioration. Il y a un progrès humain, il y a un progrès médical, c'est mieux, ça fait moins mal, coûte moins cher, ça pollue moins, etc. Innovation, c'est un terme neutre. Et d'ailleurs, dans le dictionnaire, on dit que ça a remplacé le terme de progrès, parce que l'innovation, c'est introduire quelque chose de nouveau dans la réalité. Mais nouveau, ça peut être un nouvel impôt aussi, une nouvelle maladie, un nouvel emmerdement. Le nouveau n'est pas orienté, c'est nouveau. Hein, ça vient de sortir. Si c'est pas bien, les gens ils se replient vers l'ancien. Ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas de l'innovation en tant que telle, ils veulent du mieux pour eux. Et ça s'appelle progrès. Et on a du mal à passer à cela. Pourquoi? Parce que les deux guerres mondiales et choses comme ça fait qu'on a perdu cette vision. La France était progressiste, elle imposait le progrès au monde entier, les valeurs de progrès. Quand vous passiez le certificat d'études en France dans les années 1900, vous receviez un gros bouquin qui s'appelait Le Progrès, qui montrait que ça allait dans le bon sens, vision pastorielle, les choses s'améliorent et la France est le vecteur du progrès. Bon. Après toutes ces déboires, je dirais la boucherie, la Shoah, on n'ose plus parler de progrès. Et le cœur de l'Europe, France, Allemagne et tout, le terme de progrès est venu en disant, vous savez, je vous laisse le dire, si vous trouvez que c'est du progrès, ce qui se passe. Et dans les conférences internationales, où tout le monde parle de progrès, on dit, s'il y a quelqu'un qui vous dit que progrès, ça n'existe pas, ça doit être un Français plus de 50 ans. Vraisemblablement. À part ça, tout le monde pense que le progrès, c'est mieux que ça. Et aujourd'hui, on a un retour des valeurs des progrès. Les entreprises n'hésitent plus à remettre le terme progrès, et progrès, ça se mesure. Alors, évidemment, ça ne marche pas tout le temps. On dit, mais regardez, on avait inventé tout un tas de choses à belle époque. Il y a eu la guerre de 14, l'horreur, puis après ça a recommencé. Et là, comment donc, Kant, il a analysé cet aspect, il dit progrès, c'est pas un concept explicatif, que c'est toujours mieux. C'est un idéal de la raison vers lequel on doit tendre. On doit améliorer les choses. Donc, sinon, si c'est pas pour améliorer la vie, les gens n'ont aucune envie de changer. Si c'est pire, vous voyez, le compteur connecté, on leur dit il est connecté, ils vont pas tomber un genou par terre parce que le compteur est connecté. Est-ce que ça améliore leur vie? Oui ou non? Et donc aujourd'hui, on a un mouvement mondial qui va vers le progrès, on appelle ça entreprise contributive, bien commun, inclusif, c'est-à-dire qu'on n'oublie personne. Au point même que, par exemple, en Inde, ils nous disent, mais innovation pour les Français, je comprends pas, parce que nous, vous avez un modèle. Quand il y a eu la grande révolution sociale du 19e siècle, vous avez mis l'eau à tout le monde. On n'a pas encore l'eau à tout le monde. Hein. Et quand vous avez mis l'eau dans toutes les campagnes, vous mettiez l'eau une maison sur 3, une maison sur 2 ou à toutes les maisons? Juste pour savoir. On dit, à toutes les maisons. On dit, vous voyez, et l'électricité, c'est pareil. On disait, tiens, toi non, toi oui, parce que t'es plus riche, toi machin. Et les gosses à l'école, vous avez mis tous les gosses ou pas tous les gosses? Et quand vous vaccinez, vous vaccinez 1 sur 4 ou vous vaccinez tout le monde avec votre BCG? On dit, voyez, c'est ça que vous avez fait bien dans le monde entier, c'est inclusif, c'est-à-dire que tout le monde a accès. Et on voit aujourd'hui, hein, gilets jaunes et tout, on vous dit, vous êtes passé sur des concepts très first, je sais plus quoi, client, celui qui a les moyens de payer un iPhone à 200 000 balles, quoi. Hein, c'est-à-dire à une élite, quoi, en fait. Et donc, du fait de la montée des pays émergents, on a retour, on dit inclusif, mais en fait, le terme de progrès correspondait à ça. On parlait de progrès social, progrès éducatif, etc. C'est-à-dire qu'on améliore la condition humaine. Et on revient aux valeurs de la Renaissance qui dit l'innovation, l'objectif c'est d'améliorer la condition humaine, améliorer la relation entre les hommes, améliorer la vie dans la cité et améliorer la relation à la nature. Donc on revient sur cela avec toute cette... Vous avez vu la loi Pacte, etc., qui, en fait, malheureusement, qui rentre dans ce qu'ont su les Américains. On aurait pu apporter une contribution un petit peu plus élaborée et intelligente. C'est pas que l'entreprise a une mission, c'est très religieux, une mission. Je me attribue une mission. Est-ce qu'on contribue au bien commun? Quelle est sa raison d'être? Quelle est sa philosophie? Quel est le sens?
Et aujourd'hui, le sens envahit tout. Vous voyez, quand Cédric Villani fait son rapport sur l'intelligence artificielle, il l'intitule « Quel sens donner à l'intelligence artificielle ?» C'est la technologie, pourquoi? La technologie, pour qui? Et qu'est-ce que l'on veut faire avec? Et donc c'est en ça que cet aspect innovation-progrès, moi j'avais fait un petit article là-dessus, j'ai content, j'ai légitimé au sujet du bac l'an dernier. La société ne réclame pas l'innovation, elle réclame du progrès. Donc vous avez, effectivement, et on les comprend. Aujourd'hui les gens ne voient pas le mieux. On dit on nous pique nos données, apparemment ça facilite la rentabilisation des choses. Moi, au niveau de mon logement, il est plus cher, il n'est pas plus grand. Les transports, ça ne s'améliore pas vraiment. L'accès à l'éducation, si on est à Bondy-Nord, on ne va jamais dans une grande école. Il ne faut pas nous raconter les blagues. La santé, on hésite à se remplacer les dents, quand même basique. Enfin, ou des choses comme ça. Non, il y a un décalage réel que l'on voit, que l'on vit. Nous, les études sociologiques, ça fait 10 ans elles alertent sur le fait que les gens ne sont pas satisfaits. Hein, que ça va péter et qu'ils vont voter n'importe comment. Hein, du coup, ils vont se jeter dans les bras du premier Trump qui passe, parce qu'il y a un décalage entre le potentiel de tous ces mouvements technologiques et son utilisation pour la société, où les gens techno ne voient la société qu'à travers leur techno. Par exemple, je entendais un truc, je me dis, mais comment un monsieur qui doit être informaticien, il faut que les gens apprennent à changer de logiciel. Ça, c'est marrant, il pense qu'à Bologne, c'est du hardware et qu'il suffit de changer le logiciel pour qu'il soit dans les codes nouveaux. Il faut qu'on apprenne à changer de logiciel. Forcément, c'est son métier, il fait du logiciel, il voit. Et ils ne connaissent pas assez la société. Et la rébellion qu'on a aujourd'hui est assez classique, parce qu'en analysant les grandes vagues d'innovation, j'ai fait beaucoup de travaux historiques, on a les mêmes vagues, on a les vagues scientifiques, bon, ça se passe entre les scientifiques, bon, ça ne se voit pas trop, on invente, par exemple, la mathématique, la physique. Après, on a une phase techno, on combine ça en techno. Alors les technologues sont vachement contents, mais les autres, ils ont un peu la pétoche aussi, parce que Big Data, ça peut être Big Brother, d'ailleurs c'est Big Brother, par la même occasion. La techno est neutre. Et enfin, dans le mouvement, le choc avec la société reprend la main. Et on a une synthèse qui est plus humaniste. Et quand vous vous éloignez des grandes vagues d'innovation, on retient de ça, c'est beau, c'est le siècle de Périclès, c'est la Renaissance, c'est la belle époque, c'est les 30 glorieuses, et ça pète quoi. Là on est dans la phase que moi j'appelle techno-chiante, hein, parce que j'ai entendu le terme dans une conférence en plus techno-chiant à la française, avec des gens, hein, dans une conférence d'un célèbre scientifique, si vous voulez, qui fait que ça frictionne. Mais je dirais que ça frictionne un peu comme d'habitude, si vous êtes dans le regard sociologique. Par exemple, à la belle époque, quand on avait tout arrivé, l'électricité, le téléphone automobile, l'aéronautique, l'enregistrement, enfin, incroyable. Il a fallu créer des structures. Par exemple, c'est le moment où se créent les coopératives, les mutuelles, les fédérations, l'association de 1901 qui était indispensable. Et c'est pas bien passé au début. L'État, enfin, on disait c'est un coup de poignard dans le dos de l'État. Tout le monde va faire ce qu'il veut sur le terrain de l'État. Il y aurait des écoles, des dispensaires. Bon, mais s'il n'y avait pas eu ces organisations-là qui ont porté en fait les acquis du progrès sur les territoires, il n'y aurait jamais eu de belle époque. Et ça restait très constant. Et aujourd'hui, la montée de l'économie sociale et solidaire, c'est pas une blague. Sans ça, ça nous pète à la gueule. Hein, c'est-à-dire que ce que vous voyez, savoir 1%, ça attribue les choses. Il faut aller répondre ça, et ça, c'est le rôle. Et il y a eu la même chose à la Renaissance, hein, c'est-à-dire que sinon, évidemment, il y a quelques-uns qui ont leurs outils, ça leur suffit, et c'est ceux-là qui vont. Le crédit agricole, c'est créé par des agriculteurs qui créent leur propre pain. Et cette économie-là, aujourd'hui, par exemple. Le système coopératif. Ce qui progresse le plus aujourd'hui dans le monde, c'est la coopérative, y compris en France. 1,2 milliard de personnes dans le monde travaillent dans les coopératives. Et ça monte. Parce que ça répartit, il y a un équilibre. C'est une façon de répartir les bénéfices du progrès. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on est au niveau des organisations, on va monter. Et on revient. La France est plutôt traîne les pieds sur cette évolution vers le progrès, parce qu'ayant vécu l'horreur des 2 guerres mondiales, enfin vous étiez mondial, mais plutôt ici que si vous étiez au Pérou ou en Californie, hein, c'est loin. On l'a vécu dans notre chair, tout ça. Bon, on a perdu 5 millions d'enfants, enfin c'est comme ça fait vieillir le pays, la première guerre qu'entraînait la deuxième. Pour ça que j'en dis progrès. Et les autres, je me dis que c'était automatique. Et Kant,
On dit, mais si c'est pas pour améliorer la vie des gens, parce que vous voulez qu'on ne va pas s'amuser juste parce qu'il y a 3G, 4G, 5G, 18G, je m'en fous. 400 gigas passer à 500. Les gens ne vont pas rêver la nuit d'un wireless access protocol, d'un processus UMTS ou du cloud. Enfin, ils rêvent d'une vie meilleure. Or, le fait que ça va servir à la vie meilleure, aujourd'hui, il y a un grand doute. Et nous, chez l'Académie des Technos, on est très conscients de ça. L'innovation, c'est 20% de techno. Le dernier rapport de l'Académie. Le reste, c'est du droit, c'est de la sociologie, c'est des choses comme ça. Parce que la techno, vous prenez un avion, l'avion, il va lâcher des bombes, où emmener des touristes. C'est un avion, c'est le même d'ailleurs, pratiquement. Vous prenez, je sais pas, la chimie, ça vous donne l'aspirine. Encore aujourd'hui, le plus grand médicament, c'était le premier, ou tu peux faire du gaz dans les tranchées, des îles. Mais même un marteau, vous enfoncez un clou, le crâne de voisine, c'est pas la photo-marteau, c'est juste ça, quoi. C'est-à-dire que la techno, sans les valeurs, science sans conscience, on n'est qu'en de là. Mais Einstein disait le progrès technique, c'est confier un pistolet mitrailleur à un psychopathe. Bon. Et puis, immédiatement, il faut le contrôler, parce que et vous voyez ce que fait Facebook avec ses données, mais il remet même en cause la démocratie des pays. C'est bon. Donc voilà pourquoi, pour moi, reparler de progrès plutôt qu'innovation, et Cédric, à Lyon, Cédric Villani, qui a été professeur à Lyon de mathématiques initialement, le journal de Lyon s'appelle Le Progrès de Lyon, parce qu'il est né dans cette période hyper progressiste. Et en faisant une conférence au musée des Confluences sur peut-on encore croire au progrès? Mais il n'y a que les Français qui se posent la question. Si c'est pas du progrès, on s'en fout. Plus simplement que ça. Et du coup, on idéalise le passé à l'ancienne méthode d'autrefois. Aujourd'hui, faites une pub, vous mettez ancien, ça marche mieux que nouveau. C'est-à-dire qu'on comprendrait que. Et moi, j'ai vécu une réunion avec EDF avant qu'ils lancent les ils ont dit on va faire un compteur connecté. Tout le monde va le vouloir, toutes les villes vont vouloir on va faire la queue, on verra que. C'est exactement le contraire, les mères des filles en disant enlevez-nous ça et tout. Ils ne comprenaient pas que le seul fait, connecté, je dis, mais je m'en fous. Pourquoi vous le connectez? Pour me contrôler, savoir ce que je fais à la télé la nuit, pour faire payer plus cher. Enfin, et donc voilà, on est dans cette période-là. À mon avis, ils vont sortir à mieux, parce que c'est une confrontation. Vous voyez, là, tout le monde discute avec tout le monde, enfin, ça tire dans tous les coins. C'est une réaction assez classique. On a eu au début des années 1900 des gens qui défilaient dans la rue aussi contre les choses, ils étaient contre l'électricité, les députés étaient contre. Ah, mais j'ai les textes, en disant oui, on va. Enfin, on a électrocuté pas mal de monde au passage aussi, parce qu'il fallait maîtriser la techno. Enfin voilà, sur cet aspect de progrès, moi je pense qu'il faut aller résolument, et je le vois parce que j'ai la chance d'aller donner des cours en Chine, en Inde, enfin dans d'autres pays, où les gens parlent sans, parce qu'ils n'ont pas connu ce traumatisme, où on avait une belle époque, on avait les deux pays les plus prétentieux du monde, nous avec nos lumières, les Allemands avec leurs philosophes. On a été capable de faire 5 ans sans un cessez-le-feu, en tuant 5 millions de personnes. On ne sachant toujours pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'à la fin, l'empereur allemand a dit das habe ich nicht gewollt, j'ai pas voulu ça, mais vous non plus, on a fait ça. On a été pété de thunes, comme les gamins, on avait la techno, on coopérait sur tout, pour arriver. Il y avait même une commission permanente pour gérer l'affaire de ça, c'est la Lorraine, enfin des gens. Et donc, on a toujours une inquiétude à un moment donné si les valeurs ne sont pas là. En ce moment, on a une crise des valeurs, crise de confiance, répartition des richesses, rôle que joue chacun, reconnaissance, etc. On a une révolte de la base. Bon, peut-être qu'on évolue que par des révolutions aussi. Mais enfin voilà, personne dans la rue défile en disant je veux plus de start-up ou j'ai pas assez de digital. Enfin, j'ai pas remarqué, je les ai pas entendus en tout cas. Ils rappellent qu'il y a des gens où. Et donc on passe ce qu'on appelle passer d'une approche technocentrique à human-centrique. Dans l'un, on dit le bonhomme doit changer parce que c'est digital et on met des robots en face et dit qu'il est meilleur que vous. Dans l'autre, personne au milieu, les technologies convergent et on appelle ça une synthèse créative. Et on fait des choses pour les gens. Cœur artificiel, faire voir des aveugles des sens, un système qui améliore la vie des gens de façon évidente. Voilà. J'en ai fini sur cette point, une innovation et le progrès.